Bienvenue dans ce tutoriel. Il a pour destinataire principal les étudiants en première année à l'ESEO et pour objectif une présentation sommaire de l'environnement Simulink. Cette vidéo est à regarder avant le premier TP d'automatique. Petit disclaimer, il ne s'agit pas d'un tutoriel exhaustif à Simulink et encore moins à MATLAB en général. Cette vidéo est juste un guide pour vous aider à la prise en main du logiciel pour le premier TP. N'hésitez pas à la mettre en pause aussi souvent que nécessaire pour réaliser en parallèle les mêmes manipulations sur un poste de l'école. Présentons d'abord l'environnement logiciel. Le logiciel que nous allons utiliser s'appelle MATLAB. Il s'agit à l'origine d'un logiciel de calcul scientifique, mais vous allez découvrir tout au long de votre formation qu'il est capable de bien plus. Plus particulièrement, pour les premières séances, nous allons utiliser une boîte à outils de MATLAB qui est presque un logiciel à part entière, Simulink. Il s'agit d'un outil de simulation de système utilisé par beaucoup d'automaticiens. Premièrement, ouvrons MATLAB. Nous voyons apparaître cette interface que nous allons largement ignorer pour cette première visite. La première chose à faire lorsqu'on ouvre MATLAB, c'est toujours de définir le répertoire de travail, ou Current Folder. Il s'agit du dossier dans lequel vous aurez rangé tous les documents auxquels vous voulez que le logiciel ait accès durant votre session de travail. Bon, si vous devenez des experts de ce logiciel, vous découvrirez rapidement qu'on peut demander à MATLAB d'aller chercher des fichiers ailleurs, mais prenons dès à présent cette bonne pratique. Pour définir le répertoire de travail, je vais aller cliquer sur la petite icône pour aller chercher le dossier, Pause for Folder. Une fenêtre s'ouvre et je vais aller créer un nouveau dossier dans cet espace qui va être utilisé ici pour les besoins de l'expérience. Je l'appelle tutoriel E1 pour les premières années de l'ESEO. Une fois le dossier créé, je le sélectionne, voilà, tutoriel E1, et je vais sélectionner ce dossier. La page de gauche m'affiche le contenu de ce dossier, donc pour l'instant, il est vide. Dans le champ principal, on trouve la fenêtre de commande, commande window. Nous allons la laisser de côté pour aujourd'hui et juste prêter attention au message indiqué. Classroom License for Classroom Instructional Use Only. Qu'est-ce que ça signifie? Vous ne devrez en aucun cas utiliser les licences MATLAB ESEO dans le cadre d'activités professionnelles, y compris les stages. Cliquons maintenant sur l'icône Simulink en haut pour lancer la toolbox. Sur le menu qui s'affiche, on peut sélectionner une feuille de départ parmi un catalogue. On va prendre d'abord un modèle vierge en cliquant sur Blank Model. Laisse le logiciel le temps de charger, sachant que sur votre ordinateur ça ira certainement plus rapidement. Ici, la capture vidéo que je suis en train de faire pour les besoins de l'expérience ralentit considérablement mon PC. On arrive sur notre espace de travail. C'est dans cet espace vierge que nous allons élaborer et simuler nos systèmes. Je vais passer en plein écran. On retrouve les menus classiques de gestion de fichiers sur la gauche. D'ailleurs, la première chose que nous allons faire, c'est sauvegarder cette feuille. Attention, point de vigilance par rapport à ça. Contrairement au script MATLAB, Simulink ne sauvegarde pas automatiquement les fichiers lors de leur exécution. Il faut donc penser à sauvegarder régulièrement le travail en cliquant sur ce bouton ou avec le raccourci CTRL-S. Ici, je vais appeler mon fichier tutoriel 1. Vous voyez que le modèle Simulink est un point SLX. Sur des anciennes versions de MATLAB,
on peut trouver l'extension .mdl, mais il faut faire attention aux compatibilités entre les versions de logiciels dans ce cas-là. La gestion des schémas blocs par Simulink se fait à l'aide d'un solver. C'est un algorithme qui va calculer une approximation de la valeur des variables de mon système à un instant donné, à partir des valeurs aux instants précédents. Cette année, on ne s'intéressera pas à ces algorithmes et on fera comme si Simulink est une boîte noire, c'est-à-dire un système entre guillemets magique qui va aller simuler le comportement de nos systèmes. Nous allons commencer par ouvrir la bibliothèque de blocs Library Browser, qui est ici. Elle nous permet de parcourir tous les blocs disponibles pour notre travail, sachant qu'on peut aussi en créer nous-mêmes. On restera pour l'instant dans la bibliothèque Simulink. Vous voyez ici le premier des menus déroulants. Les autres bibliothèques qui sont en dessous correspondent à d'autres boîtes à outils qui sont des add-ins de MATLAB. On a un menu Commonly Used Block pour les blocs les plus largement utilisés. Un menu Continuous où on va retrouver des fonctions de transfert et autres joyeusetés qu'on découvrira ensemble tout au long de ce semestre. Parmi les autres menus, on retrouve ici dans le menu Dashboard, éventuellement des menus d'affichage un petit peu amusants. Si on a envie, par exemple, de simuler un tableau de bord d'un avion ou d'une voiture ou un capteur, voilà, par une jauge, ou un bouton par un switch ou un slider. On ne va pas les utiliser pour l'instant. Tout ce qui est discontinu et discret, on vous réserve ça pour le cycle ingénieur. On va avoir aussi des opérations logiques, des opérations bit à bit, des tables de correspondance, des opérations mathématiques ici qu'on retrouve en Math Operation. Voilà, un certain nombre d'interactions avec l'extérieur, de vérification de modèles. On va s'intéresser essentiellement aux opérations mathématiques, au think. Et think, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire évier en anglais. C'est l'inverse des sources. C'est l'endroit où on va réceptionner le signal en sortie de calcul. Typiquement, nous, on va s'en servir pour tracer les signaux qu'on aura obtenus ou afficher leurs valeurs. On a les sources, donc. Là, on va générer le signal. Et voilà, encore d'autres menus. On peut aussi créer nous-mêmes nos propres fonctions à l'aide de code qui seront utilisés par Simulink. Retournons sur les sources. On va placer sur notre schéma notre première boîte. Le premier bloc ici va être une source qui s'appellera constante, d'accord? Qui sera une constante. Donc je prends, en cliquant, je glisse et je relâche, voilà, pour déposer la constante ici. Je peux aussi double-cliquer sur mon schéma directement et taper le nom de la boîte que je veux placer si je la connais. Ici, par exemple, j'aimerais placer un bloc display. Je connais déjà son nom. Je vais aller taper display si je ne fais pas de faute de frappe. Voilà. Et donc, je vais aller chercher display qui est dans la bibliothèque sync, c'est-à-dire le fameux évier. Pour pouvoir, il va falloir maintenant que je relie mes deux blocs. Pour les relier, alors plusieurs façons. Vous avez vu quand j'ai déplacé ici, pour déplacer, je clique, je maintiens appuyé, je déplace. Je peux aller le placer directement là, jusqu'à voir apparaître un petit trait bleu. Si je relâche, j'ai plus qu'à cliquer sur la flèche bleue qui apparaît, voilà, pour créer le lien. Je peux aussi le sélectionner et le supprimer avec la touche supprime, pour vous montrer d'autres façons de faire. Je peux aller chercher, vous voyez que là j'ai un petit réticule qui apparaît. Alors, je vais aller chercher le bout de ma boîte, cliquer, et là j'ai mon fil qui apparaît, il est en pointillé rouge jusqu'à ce que je le relie à une boîte auquel j'ai le droit de la relier. Voilà.
Pour se déplacer dans l'environnement, parce que là vous voyez que c'est assez petit, alors j'ai des menus que je vous laisserai explorer sur la gauche, mais je vais aussi vous montrer quelques petits raccourcis. Si je clique avec la molette, une main apparaît, et tant que je maintiens appuyé la molette, je peux aller déplacer mes boîtes dans mon environnement. En fait, je déplace mon point de vue par rapport à mon schéma. Si je fais tourner la molette, cette fois-ci, j'ai simplement un zoom. Je peux aussi copier-coller des boîtes. Alors, il y a le CTRL-C, CTRL-V fonctionne. Je peux aussi appuyer sur CTRL, cliquer sur ma boîte et la déplacer. Dans ce cas-là, je crée une nouvelle boîte. Couper-coller fonctionne aussi avec CTRL-X, CTRL-V et voilà, tous les raccourcis assez classiques. Si je déplace un bloc qui est connecté, le fil se déplace également. Si j'ai envie de décrocher mon bloc, sans réagencer tous mes fils, un raccourci intéressant, donc je sélectionne ma boîte, j'appuie sur majuscule et je fais le déplacement. Là, la boîte se déconnecte et mon fil reste en place. Voilà pour les principaux raccourcis. Le dernier sur la gauche qui est assez pratique, hein, c'est le Fit to View. Hop, où hop, on va aller directement utiliser le maximum d'espace en affichant la totalité de mes boîtes. Pour modifier la valeur d'une boîte, je double-clique dessus. Je peux rentrer. Alors, quand je double-clique dessus, déjà, j'ai ici une petite description du bloc. Ici, donc, output the constant specified by the constant value parameter. Donc, je vais envoyer en sortie de ma boîte la valeur constante spécifiée par constant value, paramètre constant value qui est inscrit en dessous ici et que je vais définir. If constant value is a vector and interpret vector parameter as 1D is on, treat the constant value as a 1D array, otherwise output a matrix with the same dimension as the constant value. On peut l'utiliser aussi pour générer des vecteurs. Et dans ce cas-là, le fil qui est ici deviendra un bus avec plusieurs informations envoyées en parallèle. Si je regarde ici dans le main, donc je peux aller définir la valeur de ma constante. Si j'ai envie qu'elle vaille 10, j'écris 10 ici. Pour ce qui est du sample time, la période d'échantillonnage, qui est en fait le pas d'intégration de mon solver, on ne s'en occupe pas pour l'instant. J'appuie sur OK. Et donc, voilà, j'ai le 10 qui apparaît ici. C'est une première façon d'entrer un paramètre. Souvent, quand j'entre un paramètre, j'aimerais bien plutôt utiliser une valeur littérale pour pouvoir la modifier plus facilement après si je l'utilise plusieurs fois dans mon schéma et aussi pour pouvoir garder un sens physique. Je vais redouble-cliquer sur ma boîte pour ouvrir et je vais vous montrer un autre moyen de créer une variable. Ici, je peux aller sur les points de suspension verticaux qui sont à droite de constant value, click for available actions. Et là, j'ai le petit menu create variable qui apparaît. Ici, tu peux aller, si par exemple cette variable est la valeur d'une résistance, j'ai envie de taper R, je tape R ici, et je vais laisser le modèle workspace ici. Vous pourrez explorer par vous-même ce qui se passe quand j'utilise base workspace. Ça fait le lien avec MATLAB. Je crée, cette première variable. Je fais OK, et maintenant, voilà, c'est R qui apparaît. Je peux donner, et il est conseillé de le faire, des noms à mes boîtes et à mes fils. Ici, je vais indiquer qu'il s'agit d'une résistance, d'accord, ou plutôt d'un résistor, et le fil ici me renvoie la valeur de sa résistance, donc je peux lui donner un nom également. Ma boîte display, elle est assez éloquente, je peux aussi lui changer de nom pour traduire en français et affichage. Bon, vous n'avez certainement pas remarqué, mais au moment où j'ai enregistré ma variable R, est apparu ce petit icône en bas à gauche, Model Data. Je vais cliquer dessus et aller dans le menu Model Workspace.
ça m'ouvre ce menu qui s'appelle le Model Explorer, où j'ai la liste ici de toutes les variables que j'ai créées et je peux les gérer ici. Donc voilà, je peux changer la valeur de R ici, si j'ai envie que maintenant ma résistance vaille 100, hop, je peux le changer ici. Je peux aussi la supprimer avec la touche supprime, je peux aussi en créer d'autres avec ce bouton ici, Add MATLAB Variable. Hop, voilà, j'ai une autre variable qui s'est créée, je peux changer son nom. J'ai une résistance, hop, je peux mettre un condensateur. Si j'ai envie qu'il vaille 1, je mets 1. Voilà. Si j'ai envie aussi, je peux créer hop, une troisième variable que je vais appeler C. J'imagine que vous voyez déjà où je veux en venir. Que je vais appeler L, pardon, qui vaudra 0,1 Henri. Ces variables sont enregistrées dans l'espace de travail associé non pas à l'entièreté de ma session MATLAB, mais bien à mon fichier Simulink, et elles seront sauvegardées avec. D'ailleurs, il est temps de faire une petite sauvegarde, voilà, pour être sûr de ne pas perdre le travail en cas de pointeur. Nous allons maintenant lancer notre première simulation. Sans surprise, j'ai la valeur de la résistance ici, qui va aller s'afficher dans affichage. Pour ça, je m'intéresse au menu qui est en haut. J'ai ici un Stop Time. Stop Time m'indique la durée de ma simulation. Alors attention, il ne s'agit pas de la durée en temps réel que va prendre mon ordinateur pour simuler les choses. On va aller simuler 10 secondes du fonctionnement du système. Ça va durer, dans les faits, que une seconde à tout casser. Je clique sur Run pour lancer cette simulation. Hop, la simulation d'abord compile, puis s'exécute, et voilà. L'exécution est déjà terminée. J'ai parcouru virtuellement ces 10 secondes, et j'ai bien la valeur de la résistance, donc 100, qui s'affiche ici dans affichage. Allons maintenant un peu plus loin, en recréant ensemble le schéma bloc du système RLC que nous avons vu à la séance précédente. Je vais rouvrir le PowerPoint du cours, ici, là, pour vous réafficher le modèle auquel nous étions arrivés en séance. Donc nous avons cette équation, donc la tension UE est égale à R dQ sur dt plus L d2Q sur dt2 plus 1 sur C Q de T. Et nous avions ici tracé notre système donc pour obtenir la charge du condensateur en fonction de la tension d'entrée. On va aller chercher les différents blocs, utiliser la bibliothèque pour recréer ce système sur Simulink et on va aller le simuler. Hop, je mets ça sur le côté. Alors, je pourrais sans problème enlever, laisser ça sur le dessus et créer un autre fichier en dessous, mais je choisis de supprimer ce premier exemple. Allons chercher les différents blocs dont nous avons besoin. Alors, on pourrait taper directement leur nom, mais on va aller les chercher dans la bibliothèque pour vous habituer aussi à naviguer dans celle-ci. Regardons déjà si ce dont nous avons besoin ne traîne pas dans les Commonly Used Blocks. On voit ici qu'on a les flèches qui représentent les différents gains. On va en avoir besoin d'un certain nombre. J'en place une et je ferai des copier-coller par la suite. On a besoin d'un sommateur. Alors on voit ici qu'on a besoin d'un sommateur à 3 entrées. C'est pas grave, on en prend à 2 entrées, on va le reconfigurer. On a besoin aussi d'intégrateurs. Alors, nous cherchons ça. Nous voyons ici, il y a un bloc qui s'appelle Integrator. Alors, ce n'est pas le petit symbole intégration qui est dessus. Il est écrit 1 sur S. On verra très bientôt à quoi ça correspond. Mais c'est bien ce bloc-là qu'on va utiliser.
Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? On n'a pas tellement besoin d'autre chose, on va juste avoir besoin d'un affichage qui va nous permettre d'observer le signal. Voilà, scope. Et on aimerait bien aussi observer ce qu'il se passe quand j'ai un échelon de tension, c'est-à-dire quand à un instant donné, j'active ma tension constante UE de T. Pour ça, on va aller chercher la source. On va aller chercher le bloc step, donc pour une marche d'escalier en fait, qui répond à un échelon. Je n'ai plus qu'à créer mon système. Donc, je vais aller, hop, déjà, configurer mon sommateur pour avoir bien 3 entrées. Si je double-clique sur le sommateur, on a donc la petite description et la configuration. Ici, j'ai une barre et deux plus. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que en haut, je n'ai rien. La barre, ça représente un rien en fait. Et ensuite, je peux mettre des plus ou des moins pour créer autour de mon cercle des entrées à mon sommateur. Ici, j'ai envie d'avoir 3 plus, un en haut, un à gauche, un en bas. Donc je vais simplement supprimer ma barre et mettre un troisième plus. Hop. Vous voyez, le sommateur prend bien la forme que je lui demande. Je vais aller fixer mon fil ici. Une autre façon de placer un fil, alors regardez par exemple si, voilà, je place le gain, c'est de cliquer sur le point de départ, puis appuyer sur CTRL et cliquer sur le point d'arrivée. Ça crée automatiquement un fil entre les deux boîtes. Donc là, je place un premier gain. Alors je le copie déjà en appuyant sur CTRL. Je vais avoir besoin de retourner mon bloc. Pour le retourner, quand je le sélectionne, je fais CTRL R et il fait un quart de tour. Je le fais 2 fois pour le retourner. J'en ai besoin de un dans ce sens-là pour faire la résistance, un autre en dessous pour le paramètre 1 sur C. Je vais avoir besoin de 2 intégrateurs pour obtenir la charge de mon condensateur. Donc je vais aller relier déjà tous les blocs de ce qu'on appelle la chaîne directe. Et ensuite je vais fermer ma boucle. Donc celui-ci est bouclé après le premier intégrateur et celui-ci est bouclé après le second. Maintenant, il faut que j'aille chercher les différentes valeurs en paramétrant mes gains. Le gain en haut, ici, je vais moins R, vous vous souvenez, R, L et C, je les ai déjà définis dans ce menu-là. Voici L, et ici, on met moins 1 sur C. Voilà. Je clique ici, voilà, pour agrandir un peu les choses. Et là, mon schéma est virtuellement terminé. Alors, on va aller donner des noms aux différents signaux pour mieux s'y retrouver. Ici, c'est I de T. Ici, c'est moins U. Ah, il faut l'écrire avec un U majuscule. Voilà. R de T. Ici, c'est la double dérivée de Q, donc je vais écrire D dQ. Ici, c'est dQ. Là, c'est Q. Et ici, c'est moins UC. Je vais enlever les parenthèses T par souci de cohérence entre les notations, ou sinon je pourrais les mettre partout. Voilà, on n'est pas trop mal. Vous voyez ici mon affichage qui se fait pas en entier. Je peux changer la forme de mes boîtes tout simplement en tirant sur les côtés. Bien. Une fois que je fais ça, je vais pouvoir aller simuler le comportement
de ce système. Je vais le simuler à nouveau pendant 10 secondes. J'appuie sur Run. Et une fois qu'il a tourné, je vais pouvoir aller observer le scope en double-cliquant, à condition qu'il ne mouline pas trop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici? On observe que sur les 10 premières secondes, voilà, alors sachant que mon step, on n'a pas été voir dans ces paramètres, mais si j'ouvre, on observe ici sur le step time qu'il est appliqué à 1 seconde de simulation. Donc au début, il vaut 0, et à partir de 1 seconde, il prend la valeur 1 volt. Ici, on observe que sur les 10 premières secondes, on a l'impression que ma charge de condensateur augmente de manière linéaire et que elle a l'intention de continuer comme ça. Exercice pour le premier TP. Essayez d'expliquer pourquoi est-ce que j'observe ce comportement et surtout, est-ce que ça vous semble normal? On verra ensemble en séance, un petit peu plus loin, voilà. Est-ce que c'est normal? Pourquoi? Comment observer quelque chose qui nous semble un peu plus cohérent? Là, je rappelle qu'on est en train d'étudier une charge de condensateur sur un circuit RLC. Qui est là. Et voilà. Nous avons maintenant le point de départ pour notre premier TP. Enregistrez bien ce fichier et conservez-le précieusement, car nous vous demanderons de l'utiliser, de repartir de ce fichier que vous aurez créé vous-même pour le premier TP. Rendez-vous en séance et à bientôt.